Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Peter Schiff, PDG de Euro-Pacific Asset Management et animateur du très populaire podcast The Peter Schiff Show. Je laisserai un lien dans la description, ainsi qu'un autre pour son entreprise. Merci d'être avec nous. Vous êtes devenu très célèbre à l'origine pour avoir prédit l'éclatement de la bulle immobilière, ce que vous aviez fait dès 2006. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup s'en étaient moqués, car le marché immobilier était considéré comme sûr. Et en 2012, je crois, vous aviez prédit que l'or dépasserait les $5,000. Une prédiction également tournée en dérision par certains, avant que, bien sûr, la semaine dernière, il ne franchisse effectivement les 5,000 avant de redescendre légèrement. Il est important de noter qu'en 2012, l'or valait environ 1 600. Vous n'avez donc pas de boule de cristal, mais il est évident que vous lisez très bien le marché. Mais vous dites que nous nous dirigeons maintenant vers une énorme crise économique. Comment pensez-vous que cela va se dérouler par rapport à 2008? Eh bien, tout d'abord, lorsque j'ai fait cette prédiction à l'époque, je ne pensais pas qu'il faudrait autant de temps pour que l'or atteigne 5,000. Je pensais que cela se produirait plus tôt, donc c'était un peu prématuré. Mais à ce stade, je pense que l'or va aller bien au-delà de $5,000. C'est parce qu'entre-temps, les problèmes qui m'avaient conduit à croire que nous aurions un or à $5,000 se sont considérablement aggravés. Nous avons réussi à repousser l'échéance pendant plus d'une décennie, mais en faisant cela, tous les problèmes se sont empirés. Donc malheureusement, je pense maintenant que la crise économique sera bien plus grave. Je pense que nous allons connaître une crise du dollar et de la dette souveraine. Ist troxarzivkur die flexastigat en gerstisman de ce qui va se pour. Vous savez, en 2013, que le Z des subprimes a explosé. C'était quelque chose que je prévoyais depuis des années, et je savais que cela ferait partie d'une crise financière plus large. Donc, quand cela s'est produit, j'ai été encore plus convaincu que la crise financière allait bientôt survenir, et je mettais les gens en garde à ce sujet. Mais la plupart pensaient que ce qui s'était passé avec les subprimes était un événement isolé, limité à ce secteur. Je savais que ce n'était pas le cas. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui sur le marché de l'or est un avertissement similaire et qu'il est également ignoré. La crise qui s'annonce sera bien pire que celle que nous avons connue à l'époque. Ce n'est pas seulement une crise hypothécaire. Il s'agit ici de la dette souveraine. Ce sont les bons du Trésor du gouvernement des États-Unis qui sont remis en question, ainsi que la valeur de notre monnaie. Oui, eh bien, en 2008, je crois que la dette s'élevait à 9 ou 10 000 milliards. Aujourd'hui, elle est à 38 500 milliards. Donc, une grande partie de la situation, une bonne partie, est pire. Mais au moins, en 2008, il n'y avait pas beaucoup de bonnes alternatives. Quels que soient les défauts du dollar américain, c'était encore la chemise la plus propre du panier, comme on disait, et les gens avaient tendance à se tourner vers les obligations américaines. Mais que voyez-vous se passer maintenant avec le marché obligataire et le dollar américain? Pensez-vous qu'ils vont servir de filet de sécurité moins solide qu'en 2008? Oui, je pense que le monde essaie de s'éloigner du dollar américain. C'est assez clair, étant donné que les banques centrales étrangères sont de grands acheteurs de dollars américains. Je pense que les États-Unis ont aliéné beaucoup de pays et créé une situation où ceux-ci ont une motivation supplémentaire pour s'éloigner du dollar américain en tant que monnaie de réserve. Donc je pense qu'ils accélèrent ce mouvement. Et je pense que l'or va devenir le principal actif de réserve pour remplacer le dollar américain et les bons du Trésor américain dans les réserves des banques centrales étrangères.
Je pense que le monde va s'éloigner des États-Unis et que cela va poser un gros problème car désormais les États-Unis dépendent du reste du monde. Le monde nous fournit les biens que nous ne produisons pas et il nous prête l'argent que nous n'épargnons pas. Sans cela, l'économie américaine ne fonctionne pas. Elle n'est pas viable à moins que le monde ne la soutienne. Penses-tu que la prochaine crise économique déclenchera une nouvelle bulle immobilière? Parce que j'ai vu que Trump plaidait pour une hausse des prix de l'immobilier afin d'enrichir les propriétaires. Que penses-tu de ce type de création de richesse, si c'en est une, et comment ça pourrait-il affecter la stabilité du marché immobilier? Eh bien, ce n'est pas une véritable richesse. Si vous parlez de maisons hors de prix, que personne ne peut vendre, parce que personne ne peut se permettre de les acheter, alors ces maisons ne valent pas ce que les gens prétendent qu'elles valent. L'immobilier ne vaut que ce que le marché est prêt à supporter. Si les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter les biens, les prix doivent baisser. Je trouve intéressant que l'objectif de Donald Trump ne soit pas seulement de maintenir une bulle immobilière, mais de la rendre encore plus grande, juste pour que les gens puissent prétendre être plus riches qu'ils ne le sont réellement, en possédant, vous savez, des maisons qu'ils ne peuvent pas vendre. Mais, vous savez, la seule façon pour Trump d'y parvenir serait de créer de l'inflation, bien qu'il promette aussi de se débarrasser de l'inflation, ou affirme l'avoir déjà fait. La seule manière d'empêcher les prix de l'immobilier de baisser, c'est avec beaucoup plus d'inflation. Mais quels sont les véritables niveaux d'inflation actuellement? Parce que si l'on regarde l'éducation, la santé, tous ces domaines, les prix, et bien sûr la nourriture aussi, tout augmente. Ce n'est d'ailleurs pas seulement un problème américain. Partout en Europe, les niveaux d'inflation commencent eux aussi à paraître assez inquiétants. Alors, comment évaluez-vous les niveaux d'inflation en ce moment? Eh bien, je pense que l'inflation est un gros problème. Vous savez, parce qu'il faut se rappeler que l'inflation, c'est l'expansion de la masse monétaire et du crédit. Et vous savez, nous sommes encore en pleine expansion majeure. La masse monétaire continue de croître. Le gouvernement essaye de fournir davantage de crédit, et tout cela constitue de l'inflation. En fin de compte, cela va faire grimper les prix beaucoup plus haut. Je pense que lorsque le dollar commencera vraiment à s'effondrer, et nous venons tout juste d'atteindre de nouveaux plus bas sur 4 ans dans l'indice du dollar, et le dollar américain a atteint un niveau historiquement bas face au franc suisse, nous verrons une dépréciation substantielle du dollar américain dans les années à venir. Et tout cela, bien sûr, se traduira par des prix à la consommation beaucoup plus élevés ici aux États-Unis. As-tu une idée du calendrier concernant la crise économique qui se profile? J'ai récemment parlé avec Jim Rogers et il est très réticent à faire la moindre prévision sur le moment où cela se produira. Mais il affirme qu'il sait que cela arrivera. Il n'est simplement pas sûr de quand. Alors, comment devons-nous nous attendre à ce que cette crise financière se déroule? Je veux dire, 2008 reste-t-elle un bon modèle pour comprendre comment elle pourrait se dénouer? Non, je pense que ce sera très différent de 2008, car encore une fois, 2008 concernait le crédit privé, il s'agissait du crédit hypothécaire. Le gouvernement américain avait pu renflouer tout le monde en substituant son propre crédit. Mais cette fois, c'est très différent. Cette fois-ci, le gouvernement américain sera véritablement l'épicentre de la crise. Le problème, c'est qu'il y a eu une perte de confiance dans la capacité des États-Unis à rembourser honnêtement leurs dettes et à maîtriser les déficits et l'inflation. Donc c'est très différent. Il n'y a aucun moyen pour le gouvernement américain de se renflouer lui-même.
Pendant la crise financière, le dollar s'est renforcé. Lorsque nous sommes entrés dans cette crise, le dollar était à un plus bas pluriannuel et il s'est en réalité apprécié pendant la crise, ce qui a contribué à atténuer les dégâts. Mais cette fois, je pense que le dollar sera à l'épicentre de la crise. Le dollar va s'effondrer et cela va aggraver les problèmes, car cela alimentera la hausse des taux d'intérêt et des prix à la consommation. Nous allons donc connaître un ralentissement économique prolongé, mais avec une forte inflation et des taux d'intérêt plus élevés, et il pourrait être très élevé, des taux d'intérêt très élevés. Mais si les gens fuient le dollar, vers quoi se tournent-ils? Est-ce seulement vers les métaux ou les crypto-monnaies? Eh bien, je ne pense pas qu'une grande partie ira dans les crypto-monnaies. Je pense qu'une grande partie retournera simplement dans les monnaies locales ou les devises plus fortes, puis dans l'or. Vous savez, je pense que les banques centrales seront plus enclines à détenir de l'or comme réserve. Mais dans l'ensemble, les gens ne voudront tout simplement pas détenir de dollars américains. Ce n'est pas qu'il faille investir dans autre chose. C'est juste qu'on ne garde pas de dollars. Eh bien, en cas de crise du dollar, à quoi cela ressemblerait-il exactement? Parlons-nous d'hyperinflation. J'ai du mal à l'imaginer, car les États-Unis sont depuis si longtemps le centre financier et économique du monde. Une hyperinflation ou un effondrement monétaire dans un pays comme les États-Unis, c'est très difficile, je suppose, de le comparer à quoi que ce soit que nous ayons déjà vu. Oui. Rien ne dure éternellement. Nous avons une quantité énorme de dettes aux États-Unis. Et vous savez, une crise était à peu près inévitable. Maintenant, on entend ceci. Powell a déclaré lors de sa dernière conférence de presse que notre dette suivait une trajectoire insoutenable, mais que le niveau de la dette, lui, n'était pas insoutenable. Et je pense qu'il a tort. Je pense que le niveau est insoutenable et nous allons le découvrir. La raison pour laquelle ils doivent maintenir les taux d'intérêt aussi bas, c'est que si les taux se normalisaient, nous ne pourrions pas nous permettre de payer les intérêts de la dette, encore moins de la rembourser. Mais vous savez que nous finissions ou non par connaître une hyperinflation à la manière de la République de Weimar. Je ne sais pas si la situation deviendra aussi grave. C'est possible. Mais je pense qu'il va y avoir une dévaluation considérable du dollar. Et cela signifie que les prix aux États-Unis vont augmenter de manière substantielle, bien plus que ce que nous avons observé ces dernières années. Je pourrais imaginer que le niveau général des prix aux États-Unis double, voire triple. Cela entraînerait une baisse très importante du niveau de vie des Américains. Mais cela impliquerait aussi une amélioration du niveau de vie des non-Américains, car à mesure que tout deviendrait plus cher ici, tout deviendrait moins cher ailleurs. Le monde a donc beaucoup à y gagner. Alors, selon toi, où va l'argent intelligent? Je veux dire, s'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis et dans le monde, où penses-tu qu'il serait investi? Parce que pendant des décennies, une grande partie de cet argent a simplement été réinvesti aux États-Unis. Si tout cet argent commence à aller ailleurs, par manque de confiance, ou comme tu l'as dit, où les gens placent-ils alors leur argent? Oui, eh bien, je pense que, vous savez, l'argent va commencer à sortir des actifs libellés en dollars américains, actions américaines, obligations américaines. Et vous savez, les gens vont rapatrier leur argent et investir localement ou dans d'autres pays, simplement pas aux États-Unis. On peut déjà le constater. L'an dernier, les rendements des actions étrangères ont largement dépassé ceux des actions américaines. Et la même chose se produit cette année.
Donc je pense que cette tendance a déjà commencé et je crois qu'elle va se poursuivre pendant de nombreuses années à mesure qu'une grande partie du capital entré aux États-Unis en sortira. Je constate qu'en raison de certaines turbulences politiques, même des pays alliés comme l'Allemagne envisagent désormais de rapatrier leur or, car ils veulent s'assurer qu'il soit en sécurité. Mais dans ce contexte plus large, marqué par une utilisation plus agressive des politiques économiques, en particulier de la coercition économique, comment cela entre-t-il en jeu? Et puis, surtout avec les tarifs douaniers de Trump. Car pour être honnête, je pensais au départ qu'ils seraient utilisés de manière plus prudente dans le cadre d'une politique industrielle ciblant certains secteurs, afin de développer la compétitivité internationale ou une forme de maturité industrielle. Mais au lieu de cela, les dernières menaces, je crois, visaient des pays européens qui s'étaient opposés à la volonté des États-Unis d'acquérir le Groenland et qui se voyaient également menacés de tarifs douaniers. Donc encore une fois, ce n'est pas l'usage que j'espérais. Mais comment cela contribue-t-il, selon vous, à fragiliser ou à déclencher une crise du dollar ou une crise de la dette? Oui, je pense que tout cela ne fait qu'aggraver le problème. Je veux dire, les menaces concernant la prise du Groenland ont certainement été un véritable signal d'alarme quant aux risques auxquels le monde est confronté en continuant de financer les opérations militaires américaines. Sans les prêts du reste du monde, nous ne pourrions pas nous permettre l'armée que nous avons. Et le fait que nous ayons ensuite menacé d'envahir un pays pacifique simplement parce que nous voulions son territoire, parce que nous pensions qu'il avait une importance stratégique pour les États-Unis, montre vraiment jusqu'où tout cela est allé. Je pense, vous savez, que c'était une énorme erreur de la part de Trump, tout comme les tarifs douaniers, parce que, vous savez, Donald Trump diabolise le monde entier, affirmant que le monde exploite l'Amérique, profite de l'Amérique, alors qu'en réalité, c'est l'inverse, c'est vrai. Et les tarifs qu'il impose s'appliquent bien sûr aux Américains. Mais cela perturbe le commerce mondial. Cela perturbe les entreprises qui opèrent dans d'autres pays, car cela rend leurs produits moins abordables pour les Américains en augmentant les prix. Et cela montre que les États-Unis sont un partenaire commercial peu fiable et que les États-Unis ne devraient pas détenir la monnaie de réserve. La seule raison pour laquelle nous avons ces énormes déficits commerciaux, c'est parce que nous détenons la monnaie de réserve. En fait, c'est un peu le marché. La seule façon d'obtenir des dollars, c'est d'avoir un excédent avec les États-Unis. Mais cela profite aux États-Unis, car nous n'avons pas à produire toutes ces choses. Nous pouvons les consommer sans faire le travail difficile de les fabriquer. En plus, nous pouvons emprunter beaucoup d'argent sans avoir à l'épargner. Donc vous voyez, nous avons la meilleure part du marché, et je pense que nous sommes sur le point de perdre ce privilège. Je crois que le monde reconnaît enfin que cette relation n'est pas avantageuse pour le reste du monde et qu'il doit passer à autre chose. Et comment voyez-vous, avec le temps, ce qui se passe lorsqu'il y a autant d'ingérence sur les marchés? Il est raisonnable de s'attendre à ce que les marchés deviennent faussés. Je veux dire, on continue d'appeler cela du keynésianisme. Mais même Keynes, je ne pense pas qu'il aurait prévu ou approuvé cela. Le genre de politique que nous voyons aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le maintien artificiel de taux d'intérêt bas. Et vous savez, l'alimentation de toutes ces bulles d'actifs. Je veux dire, même Keynes, et je ne suis pas keynésien loin de là, mais même Keynes pensait qu'il fallait creuser des déficits pendant une récession ou des périodes difficiles et dégager des excédents pendant les périodes prospères, n'est-ce pas? Ainsi, on remboursait la dette accumulée pendant les mauvais moments.
Il n'a jamais prôné une dette perpétuelle. Donc nous n'avons même plus de politique keynésienne aujourd'hui. Nous avons quelque chose d'encore pire. Qu'en est-il des autres distorsions dans l'économie? On souligne souvent que notre PIB est mesuré de manière très imparfaite. L'exemple britannique, je pense, est intéressant. En 2014, l'Office national des statistiques du Royaume-Uni a commencé à inclure la prostitution et les drogues illégales dans le calcul du PIB. J'imagine qu'en toute logique, ils sont censés mesurer l'ensemble de l'activité économique. Mais il existe toujours cette incitation à faire paraître l'économie plus grande qu'elle ne l'est réellement, pour, je suppose, renforcer la confiance. Oui, tu sais, je n'ai jamais pensé que le PIB était la meilleure mesure d'une économie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui y entrent. Les frais juridiques font partie du PIB, mais la plupart des gens préféreraient ne pas avoir de facture d'avocat. Lorsqu'il y a une catastrophe, comme un ouragan qui détruit des maisons, cela augmente le PIB, mais nous préférerions qu'un ouragan ne détruise pas nos habitations. C'est la même chose pour les dépenses médicales. La plupart des gens préféreraient ne pas avoir à aller chez le médecin. Si je dois dépenser beaucoup d'argent pour des soins de santé, je préférerais simplement être en bonne santé et ne pas avoir de facture médicale. Donc, il y a beaucoup de choses de ce genre. Je veux dire, imaginons qu'il y ait beaucoup de criminalité et que tu doives maintenant dépenser de l'argent pour des alarmes anti-vol et des clôtures. Je préférerais vivre dans une communauté sûre où j'aurais pas à dépenser cet argent. Donc, tu mesures beaucoup de choses que les gens préféreraient ne pas avoir à faire. Et puis, il y a beaucoup d'aspects, comme les loisirs, qui ne sont même pas pris en compte dans le PIB. Si j'ai beaucoup de temps libre, ce que la plupart des gens apprécient, il n'y a rien dans le PIB qu'ils mesurent. Donc oui, cela ne reflète vraiment pas le niveau de vie d'une société simplement parce qu'on mesure le PIB. Mais c'est ce que tout le monde utilise. N'y aurait-il pas désormais une pression croissante aux États-Unis pour rétablir une certaine responsabilité budgétaire? Car d'un point de vue purement pratique, si l'on dépense plus pour le service de la dette que pour l'ensemble de l'armée, cela devient un véritable problème de sécurité nationale. Quelle est l'ambiance aux États-Unis en ce moment? Y a-t-il une volonté de commencer à réduire le niveau de la dette? Ou est-ce que ce train est déjà parti? Non, je veux dire absolument aucune. Si vous vous souvenez, pendant la plus récente campagne présidentielle, on a beaucoup parlé de réduire les dépenses publiques et de diminuer la dette. Elon Musk devait diriger le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Et au départ, il est venu à Washington avec l'intention de réduire les dépenses, mais il a été chassé de la ville. Il n'y a donc absolument aucun appétit au sein du Parti républicain pour réduire les dépenses publiques. Je pense que c'est une grande partie du problème aujourd'hui, car nos créanciers commencent enfin à se rendre compte qu'il n'y aura jamais de véritable réduction du déficit aux États-Unis. Tant que le monde sera prêt à nous prêter de l'argent, nous continuerons à en emprunter. La véritable solution serait donc que le monde cesse de prêter, cesse d'acheter nos bons du Trésor et commence même à vendre ceux qu'il détient déjà. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que ça a déjà commencé. Oui, c'était ma question. Dans quelle mesure cela se produit-il? Je sais que la Chine et la Russie ont commencé à réduire une grande partie de leurs investissements, mais c'était en quelque sorte par nécessité, car la concurrence politique et sécuritaire s'intensifie. Mais les Japonais, les Européens, les voyez-vous eux aussi réduire leurs investissements dans les bons du Trésor américain?
Je le pense, oui. Le Japon se trouve actuellement dans une situation particulièrement difficile, avec la hausse des rendements et le volume de la dette publique japonaise en circulation. L'une des choses que le Japon pourrait faire pour atténuer ce problème serait de rembourser une part importante de sa dette. Et la seule véritable façon d'y parvenir serait de liquider ces bons du Trésor américain. Ils sont le plus grand détenteur de bons du Trésor des États-Unis. Mais s'ils vendent ces titres, ils pourraient rembourser leurs propres dettes et réduire le montant de ce qu'ils doivent. Je pense que c'est un risque réel pour les États-Unis si les Japonais font cela, car ce serait bénéfique pour le Japon, mais néfaste pour les États-Unis, puisque cela exercerait une forte pression à la hausse sur les taux d'intérêt ici. Eh bien, étant donné que toutes vos autres prédictions se sont réalisées, si cette crise économique se déroule maintenant, elle deviendra une crise majeure du dollar. Comment cela affectera-t-il le reste du monde? Car, encore une fois, les États-Unis ne sont pas une île isolée. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de dépendance envers les États-Unis. Certaines régions sont-elles plus sûres que d'autres? Ou comment évaluez-vous cela? Eh bien, encore une fois, je pense qu'une crise du dollar est mauvaise pour les États-Unis. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise pour le reste du monde. En fait, je pense que c'est un avantage net pour le reste du monde. Car lorsque le dollar baisse, cela signifie simplement que les autres devises montent. Ce qui se passe alors, c'est un réajustement du pouvoir d'achat. Les choses deviennent plus chères en Amérique, mais moins chères partout ailleurs. Les Américains finissent par consommer moins, tandis que le reste du monde consomme davantage. Et c'est une victoire pour le reste du monde. Vous savez, tout le monde est en concurrence. Vous savez, il n'y a qu'une certaine quantité de biens produits chaque année, et ils sont attribués en fonction de ceux qui peuvent payer le plus. Les Américains ont bénéficié d'un avantage grâce à notre monnaie. C'est le taux de change qui nous permet de surenchérir sur d'autres pour obtenir les biens que tout le monde désire. Mais si le dollar baisse considérablement et que d'autres devises montent, ce qui se passe, c'est que les Américains se font dépasser et que des personnes dans d'autres pays peuvent profiter de produits qu'elles n'auraient peut-être pas pu se permettre auparavant. Pendant ce temps, les Américains n'ont plus accès à ces produits, car nous ne pouvons plus nous les offrir. N'est-ce pas? Donc je vois cela comme une victoire, surtout parce qu'enfin l'Amérique a absorbé énormément de capitaux. Une grande partie de l'épargne mondiale a été investie aux États-Unis. Maintenant, dans la mesure où le reste du monde cesse de le faire, où vont-ils investir leur épargne? Eh bien, ils l'investiront dans leur propre pays. Je pense donc que le reste du monde verra une augmentation du capital d'investissement, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour lui. Les États-Unis sont les perdants, car tout à coup nous n'avons plus ces investissements, puisque nous n'avons pas d'épargne. Vous savez, les Américains dépensent tout. Nous comptons sur le reste du monde pour faire toute l'épargne. Ma dernière question est la suivante. Avez-vous des prévisions pour 2026, ou au moins pour la période précédente 2026, pour les élections, ou non, plus généralement, pour l'économie et les élections également? Eh bien, je pense que l'économie se dégrade au fil de l'année. Je pense qu'elle est déjà assez faible. Les rapports sur cette économie soi-disant forte, je ne crois pas qu'ils soient exacts. Je pense que les chiffres du PIB ont été faussés par les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et par le développement de celle-ci. Mais beaucoup de dettes se sont aussi accumulées, ce qu'ils ne prennent pas en compte, n'est-ce pas? Si vous gonflez votre PIB en contractant beaucoup de dettes, ils ne regardent pas combien de dettes vous accumulez, ils se contentent de regarder les chiffres.
Mais je pense qu'en dessous de la surface, la situation est difficile. Je pense que le coût de la vie continue d'augmenter. Je pense que le marché de l'emploi reste très faible et de plus en plus d'Américains ont du mal à joindre les deux bouts. Je pense que ces problèmes vont s'aggraver au fil de l'année. C'est pourquoi je crois que les républicains vont perdre, probablement la Chambre, mais peut-être aussi le Sénat, lors des élections de mi-mandat plus tard cette année. D'accord, eh bien, merci. Et où les gens peuvent-ils te trouver, au fait? Oui, eh bien, tu sais, je fais mon propre podcast 1 ou 2 fois par semaine, le Peter Schiff Show, sur schiffradio.com ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup sur X. Je suis aussi sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout cela. Vous pouvez donc me retrouver sur toutes ces plateformes. Mais je pense que, plus important encore, les gens doivent se préparer à ce qui va se passer sur le plan financier aux États-Unis. Ils devraient contacter mes représentants chez Euro Pacific Asset Management pour discuter des moyens d'intégrer mes stratégies d'investissement dans leur portefeuille. J'ai également des fonds communs de placement que les gens peuvent acheter eux-mêmes. Ils peuvent trouver des informations sur tous les fonds sur le site europac.com. Mes fonds communs et mes stratégies sont spécialement conçus pour tirer parti des événements économiques qui se dérouleront au cours des prochaines années. Et il est également important que les gens achètent de l'or et de l'argent. Nous avons connu un repli récemment, l'or est monté jusqu'à presque 2600 et il est maintenant redescendu un peu en dessous de 2000. L'argent est monté à 31 et il est maintenant repassé sous les 29. Je pense que les gens devraient profiter de cette baisse pour acheter. Nous avons encore beaucoup de marge de progression sur les métaux précieux. Shift Gold est mon entreprise et je recommande à tout le monde d'y aller et d'acheter des métaux précieux physiques, surtout de l'argent, tant qu'il y en a encore. Je peux déjà constater que les stocks s'épuisent et beaucoup des produits que nous proposons habituellement ne sont plus disponibles en raison de la pénurie d'argent. Nous pourrions ajouter vos livres à cette liste, car j'ai en fait commencé à acheter de l'or et de l'argent après avoir lu votre livre pour la première fois, environ 20 ans. Mon livre le plus récent, The Real Crash, America's Coming Bankruptcy, How to Save Yourself and Your Country, est paru en 2013. Mais je conseillerais aux gens de le lire maintenant, car il est en réalité bien plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Les événements que je prévoyais alors sont aujourd'hui beaucoup plus proches de se produire qu'ils ne l'étaient à ce moment-là. Eh bien, je laisserai aussi un lien vers cela. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très bien. Prends soin de toi.